À la page 22 du chapitre 45 de mes notes de cours, on va résoudre une deuxième situation dans la section 4.5 de Séguin. Toujours une situation qui s'intitule « Le moment de force sur un cadre conducteur rectangulaire », mais cette fois-ci dont le plan est parallèle au champ magnétique. Donc le plan du cadre est parallèle au champ magnétique. On peut prendre connaissance de la situation à la page 368 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous dit qu'on a le même cadre que tout à l'heure. Donc, j'ai mis le même courant, les mêmes identifications, les mêmes dimensions, le même système d'axe X, Y, Z par rapport au cadre. Mais on nous dit cette fois-ci que le champ magnétique B est parallèle à l'axe des X et dans la direction de l'axe des X. Donc, sur la vue de face, je devrais dessiner mon champ magnétique B de cette façon-ci. Sur la vue de côté, regardant le côté 4 en premier, ça veut dire que je vais voir le champ magnétique B qui s'en vient vers moi. Sur la vue de haut, donc je place mon œil en haut ici, ben je verrai le champ magnétique B qui s'en va vers la droite. Oups, c'est pas ça, excusez, c'est vrai, il faut que j'aille sur la vue. Donc c'est mon système ici. Je verrai le champ magnétique qui est parallèle à l'axe des X. Donc le champ magnétique serait comme ceci. Et on nous demande, encore une fois, d'étudier la dynamique qui va exister au niveau de ce cadre-là, donc les forces magnétiques qui vont exister sur le cadre, puis est-ce qu'ils vont créer un déplacement ou une rotation. Il faut analyser chacun des fils indépendamment, mais le fil 3 puis le fil 1, on va voir tout à l'heure quand je vais décacher la formule, que même si je mettrais ma règle à main droite, le I et le B ont la même direction sur ce fil-là, donc ça fait un angle de 0 degré. Donc dans la formule, il y a un sinus 0 degré va donner 0. Et en bas, le B et le I sont 180 degrés, puis ça va donner un 0 degré aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai même pas essayé d'utiliser ma règle de main droite, puis j'ai pas dessiné de force sur ces deux fils-là. Maintenant, il faudra arrêter la vidéo et regarder pour le fil qui descend ici. Courant magnétique I vers le bas, donc on met notre bras vers le bas, on tourne les doigts vers le B, bien, vous devriez finir par arriver qu'il existe possiblement une force magnétique qui est sortante de la feuille sur le fil numéro 4. Et à l'inverse, en appliquant toujours la règle de la main droite, vous devriez arriver qu'il y a une force magnétique 2 qui existe sur le fil 2 et qui est rentrant dans la feuille. Donc, ce n'est pas la meilleure vue pour les voir. Mais on voit déjà qu'ils ne sont pas dans le même sens. Si je regarde de côté, si vous placez votre main droite sur ce dessin-là, le I qui descend vers le bas, le B, il faut penser, là, quand on se vire, quand on se met ici, j'ai le B qui m'arrive dans la face, donc le B dessiné comme ça. Vous allez arriver avec une force magnétique 4 qui est comme ça, sur ce fil-là. Le fil 3 est en arrière, puis lui, il y aurait une force magnétique dans l'autre sens. Mais là, ça devient comme bizarre de le dessiner alors que je ne vois pas le fil 3, que c'est le fil 4 que je vois en haut. Il y a toujours une de ces vues-là qui est meilleure que les autres. C'est pour ça qu'il faut être capable de jouer avec toutes les vues. Vue de haut, je vois le fil 3, il n'y a pas de force magnétique dessus. Ça m'aide pas beaucoup. Mais je vois le courant dans le fil 4 qui descend. Vue de haut, là, quand je regarde à l'endroit ici, je vois le courant qui va descendre dans le fil 4. Avec un champ magnétique B qui était comme ça tout à l'heure. Donc, si vous mettez votre main qui rentre dans l'écran avec un champ magnétique B sur le côté comme ça, ça nous fait apparaître la force magnétique 4 étant dans cette direction-là. Donc, la règle de la main droite appliquée ici nous donne ça, puis c'est conforme avec ça vu de haut. On avait un champ magnétique sortant, donc ça aussi, vu de haut, j'ai une force magnétique, excusez, pas un champ magnétique, une force magnétique sortant. À l'inverse, si on fait la règle de la main droite ici avec un I qui est sortant quand je le regarde d'en haut, avec un champ magnétique sur le côté comme ça, on devrait arriver avec une force magnétique vers le haut, comme ceci, qui est cohérente avec la force magnétique que j'avais dessinée ici. Et cette vue-là est extrêmement intéressante parce qu'on réalise que ces deux forces-là travaillent en sens opposé puis à des endroits opposés. Donc, si vous trouvez un cadre quelque part dans votre maison puis que vous le prenez puis que vous exercez une force dessus dans un coin comme ça sur le fil 3, pas sur le fil 3, mais sur le fil 2, donc le fil qui descend, puis ici le fil qui descend aussi à travers l'écran, si vous exercez ces deux forces-là, le cadre va avoir tendance à tourner dans votre main, à tourner dans ce sens-là. Donc, il faut le voir, là, ces forces-là ont tendance à faire tourner le cadre.
Faire tourner, ben, on appelle ça, hein, on rappelle le cours de mécanique, là, ce sont des moments de force. Évidemment, il y a vu une perspective ici que je vais décacher d'un coup, qui nous montre encore un petit peu cet effet-là là, par rapport à l'axe des Y, de faire tourner par rapport à un B qui est dans le même sens que l'axe des X. Donc, on pourrait essayer de le voir aussi là, en vue perspective. Mais ça a donc l'effet de faire tourner le cadre par rapport à cet axe-là, mais en bas, j'ai dessiné que ce serait vrai par rapport à n'importe quel axe. Ces deux forces-là créent ce qu'on appelle aussi un couple de rotation, parce qu'ils sont en sens opposé, orientés de cette façon-là. Ils créent un couple de rotation. Ça créerait une rotation, là, que mon objet soit en rotation par rapport à n'importe quel de ces axes-là qui serait dans le même sens que l'axe Y. Bon, maintenant que j'ai déterminé l'orientation, ça serait intéressant de mettre une valeur sur ces choses-là à partir d'une formule qui est tirée du chapitre 42 tout simplement, parce qu'on prend nos 4 fils indépendants. Donc pour le fil 1 et 3, donc le fil ici et ici, que je n'ai pas dessiné de force magnétique associée à ces fils-là, ben pourquoi? C'est parce que le sin de 0 degré ou de 180 degrés vont donner 0 dans la formule. Alors que pour le fil 2 et 4, je vais avoir mon I. La longueur de ces deux fils-là, 2 puis 4, la longueur c'est B, donc je vais avoir le B, le grand B qui est le champ magnétique, et un sin de 90 degrés entre ces choses-là. Donc si on me demande quelle est la force magnétique, ce serait la façon que j'arriverai à le calculer. Si j'étudie la dynamique, l'équilibre ou non créé par ces forces-là, ben, je peux l'étudier du point de vue purement translation, donc la somme des forces. Mais évidemment, la somme des forces, ce vecteur-là, compte tenu qu'on prend les mêmes paramètres dans la formule, est égal à ce vecteur-là. Donc, la somme des forces va s'annuler. Puis ça ne fait pas déplacer, ça ne fait pas déplacer le cadre en translation. Là. Il ne va pas avoir tendance à se déplacer dans l'espace. Mais il va avoir tendance à tourner dans l'espace. Il existe un moment de force résultant par rapport à n'importe quel axe parallèle à l'axe des Y. Évidemment, c'est l'axe Y qui est le plus facile et intéressant à analyser la rotation si l'axe Y passe par un axe de symétrie là, de l'objet. Donc, on va se demander quel est le moment de force créé par ces deux forces-là. Donc, j'ai la force 2 puis la force 4 qui créent des moments de force. Je vous rappelle que j'utilise la lettre M majuscule là, conformément à des symboles utilisés principalement en ingénierie plutôt que la lettre Y tau que vous avez vu dans le cours de mécanique là, pour certains. Dans le cours de mécanique, on avait justement vu que le moment de force était défini comme étant le bras de levier fois la force. Donc le bras de levier 4 fois la force. Personnellement, peut-être que ça n'a pas été vu par tous les étudiants, mais moi j'utilise ce qu'on appelle le bras de levier perpendiculaire. Souvent c'est déjà perpendiculaire comme dans les situations ici. Mais sinon, je vais faire un calcul de géométrie là, pour trouver le bras de levier perpendiculaire. Mais je crois que dans le cadre de ce cours-là, on n'aura pas vraiment besoin là, de faire de calculs particuliers pour trouver nos bras de levier. Les bras de levier, ben, ils apparaissent principalement sur la vue de haut. Cette force-là a un bras de levier, donc l'axe de rotation, c'est l'axe Y ici. Et quand que je dis perpendiculaire, ben, on voit que c'est déjà perpendiculaire là, quand je prends la distance par rapport à l'axe de rotation. Ben, cette distance-là est déjà perpendiculaire totalement à Fm. Et ce bras de levier-là va être égal à la moitié de A, si on veut. Et pour cette force-ci, ben, son bras de levier aussi, c'est la moitié de la longueur A. Donc, mes deux bras de levier perpendiculaires, autant le 2 que le 4, correspondent à la moitié du A. Donc, les bras de levier sont égaux à A sur 2. Donc, lorsque je les mets dans la formule, je vais écrire que le bras de levier, c'est A sur 2, que le bras de levier, c'est A sur 2. Force magnétique, ben, on avait une formule ici, donc je vais la réécrire. IB fois B majuscule, IB fois B majuscule. On se demande toujours dans quel sens que ça fait tourner. Donc, quand je les regarde vu de haut, comme ça, on l'avait déjà mentionné, c'était mon dessin en arrière ici. Cela a tendance à faire tourner comme ceci. Les deux s'additionnent, les deux ont tendance à faire tourner dans le même sens. Donc, le moment total, selon Y, ça va être la somme de ces deux choses-là. Ici, j'aurais dû écrire des M majuscules. Je vais les changer après que la vidéo soit finie. Mais j'additionne ça, plus l'autre en dessous. Ben, ça va me donner A sur 2, ça va devenir A. Donc, je vais avoir mon I. Je vais avoir A sur 2 plus A sur 2, ça devient A. Je vais avoir le B qui reste B. Je vais avoir le grand B qui reste grand B. Donc, ça me fait cette formule-là. Puis A fois B, excusez, dans cette formule-là, le A fois B,
c'est des paramètres dimensionnels, c'est le A fois B ici, et c'est tout simplement l'aire de mon cadre. Donc, mon moment de force magnétique, si on veut, va être égal au courant fois l'aire fois le vecteur B. Et ça, ce résultat-là, I fois A fois B, c'est un résultat qu'on retrouve sur la feuille de formule pour le chapitre 43, un peu sur le bas de la formule. Là, j'ai utilisé la lettre grecque tau au lieu de prendre le M majuscule. Mais regardez la formule ici, I fois A fois B, plus le sinus, parce que là, on l'avait fait pour un cadre qui était parfaitement 90 degrés par rapport à B. Mais si on n'est pas parfaitement 90 degrés, il y aura un sinus entre les deux. Le N au début, c'est le nombre de tours, parce que là, on faisait pour un cadre, mais le fil pourrait faire plusieurs tours. Le courant électrique pourrait faire plusieurs tours. C'est une bobine, dans le fond, là, le fil, le cadre fait plusieurs fois le tour, donc ça rajoute de la puissance, si on veut, ou de la force au moment de force, puis ça rajoute de la force aux forces. Donc le facteur, c'est le nombre de fois que je vais avoir fait le tour. Là, je suis passé directement à une formule au milieu, puis on pourrait me demander, ouais, mais c'est quoi le petit n qui est ici, le petit mu, etc. Donc je reviens un peu sur l'ensemble du formulaire. On va voir dans un instant qu'on peut calculer ce qu'on appelle un moment dipolaire magnétique. On met nos doigts sur le cadre, notre main droite sur le cadre, puis la rotation de nos doigts, là, on la fait respecter la rotation du courant. Et le pouce définit ce qu'on appelle un vecteur mu, un vecteur moment dipolaire magnétique là, qui va nous aider souvent à trouver le sens de rotation. Fait que pour ça, présentement, on ne s'est pas beaucoup intéressé au sens de rotation, mais ce vecteur-là, mu, sert principalement à trouver le sens de rotation. Je peux calculer sa valeur aussi, là, qui est liée au courant, à l'aire du cadre, puis au nombre de fois que le courant fait le tour, donc le nombre de fils qu'il y a, là, si c'est une bobine, parce que même si c'est un cadre, je peux prendre un fil puis le faire plusieurs fois, là, de me bâtir une genre de bobine de fil. Donc le vecteur mu peut avoir une valeur plus grande que juste IA, là, ça va être multiplié par le nombre de fois que je fais le tour. La valeur de mu n'est pas si intéressante que ça. Ça, c'est son module, puis ça, c'est le vecteur. N ici, c'est un vecteur unitaire qu'on utilise en physique, là, un peu comme on utilise parfois les IJK, mais moi, je ne m'y intéresse pas beaucoup, dans le sens que le N est dans la même direction que le mu. Donc, je vais m'intéresser carrément au mu, mais jamais à sa valeur numérique, là, juste à son orientation. Okay. Et le moment de force sur une boucle de courant, donc, excusez, je n'ai pas eu le temps d'échanger pour des M majuscules que je préfère utiliser maintenant. Donc, on voit apparaître la formule que j'ai parlé tout à l'heure, plus le N. Par la définition vectorielle, c'est de multiplier le mu que je vous ai montré en haut par le B. Okay? Donc, ça fait mu fois B. Puis, si vous remplacez mu par N, I, A qu'il y a ici, bon, on va finir par retomber sur cette formule-là. Donc, moi, ça, c'est ma préférée, si on veut, là, la résultante de toutes les analyses qu'on a en haut. Donc, quand je veux calculer la valeur du moment de force, j'utilise ça. Mais quand je veux connaître dans quel sens que ça va faire tourner, ben là, j'utilise la règle de la main droite pour voir le vecteur mu. Ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que le vecteur mu va chercher à s'enligner avec le vecteur B. Fait que ça va tourner pour que ce vecteur-là se rapproche le plus rapidement du vecteur B. On va y revenir là, dans les exemples et dans le laboratoire.